ai parlé plus tôt dans la vidéo précédente, j'ai dit qu'on aurait plus de choses à dire. Voilà, donc aujourd'hui, on apprend d'autres choses sur le labyrinthe. Voilà, donc j'ai parlé également des nids, des bauges d'ours qu'on trouve dans les grottes parfois. On a la même image que les nids d'oiseaux. Et on va voir que symboliquement à ce stade, l'enfant, donc en tant que fœtus, et on l'a vu, même c'est plutôt avant qu'il rentre dans le ventre, on a vu que c'était une abeille en quelque sorte. Hein. Il y a l'image de l'abeille, la symbolique de l'abeille. Encore une fois, il faut bien comprendre que nos ancêtres avaient une façon de parler, un langage qui était propre au monde qu'ils avaient autour d'eux. Donc il faut essayer de se remettre dans ce monde-là pour comprendre les symboles qu'ils nous donnent. Donc on avait l'image de l'abeille avant d'entrer dans le ventre, et au moment, aussi avant mais aussi dans le ventre, on a aussi l'image de l'oiseau. Donc l'abeille, on y reviendra un peu plus tard, il y a d'autres choses très intéressantes à dire dessus. Mais l'oiseau également, donc on le retrouve à de nombreux endroits. On a déjà chez Néandertal, on a une étude qui nous montre qu'ils utilisaient des plumes d'oiseaux, donc des plumes plutôt de corvidés, donc de corbeaux, et puis je crois que c'était des faucons ou des rapaces en tout cas. Donc très intéressant. Des animaux qui mangent de la viande morte, on y reviendra. Et on a l'image chez les Égyptiens d'Horus. Si on essaie de voir en détail cette image d'oiseau qui se retrouve partout, on va le voir, bien on comprend que nos ancêtres avaient vraiment saisi la biologie, ce qui se passe dans la nature, hein, et le système de la chaîne alimentaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toute l'énergie qu'on a vient du soleil en fait, ou des étoiles, enfin en tout cas plutôt du soleil. Passe donc par les plantes et puis nous revient après. Donc, on est nous-mêmes, les plantes, les arbres, on est comme des batteries un peu, hein, comme on aurait aujourd'hui. Si on prend l'exemple des panneaux solaires aujourd'hui, eh bien, le soleil arrive dans les batteries, et les batteries conservent cette énergie pour pouvoir être utilisées plus tard. C'est la même chose pour les arbres qui sont finalement des batteries géantes. C'est la même chose pour nous on est finalement aussi des batteries géantes, plus petites d'ailleurs, mais bon quand même. Et tout est batterie finalement, du soleil. Donc toute l'énergie vient du soleil. C'est pas étonnant que le soleil soit le symbole majeur et le symbole le plus important des religions païennes.
ils avaient bien compris, il ne s'agit pas d'une superstition, mais il s'agit bien du fait que, par exemple, il ne s'agit pas d'une superstition, il y a du fait, par exemple, qu'ils avaient peur que le soleil disparaisse. Il s'agit vraiment d'une compréhension de la biologie, de la physique, etc. Donc ils avaient compris cette chaîne alimentaire et solaire, et cette chaîne finalement de mort, du coup, aussi. Finalement, quand on meurt, on donne son énergie. On la donne généralement à quelqu'un ou à quelque chose d'autre, et puis elle nous revient ensuite. Donc l'oiseau, c'est celui qui mange la viande morte, bien souvent en plus. Surtout si on prend l'étude en question dont je vous parlais, avec le fait que chez les Néandertaliens, ils utilisaient des plumes de corbeaux et de rapaces, qui finalement, eux, mangent bien volontiers de la viande morte. Tout en sachant que les corbeaux, en l'occurrence, sont des animaux très très intelligents. Aussi cette idée dans le corbeau de transmission du savoir, puisque les corbeaux apprennent à leurs enfants, etc. On le sait aujourd'hui, qui est importante. On le verra par exemple avec Odin qui a 2 corbeaux qui lui transmettent un savoir. En fait, c'est autre chose. C'est autre chose, mais à la fois c'est lié. C'est ça qui est difficile, parce qu'il ne faut pas partir dans tous les sens, mais évidemment il y a cette transmission du savoir là dans la réincarnation. On a ces oiseaux mangent de la viande morte, et puis après font donc avec cette viande, avec cette énergie qu'ils ont consommée, ils vont pouvoir faire des œufs, faire leur nid, puisqu'ils vont se mouvoir, il leur faut de l'énergie pour ça, pour faire des œufs également. Ils vont pouvoir faire des œufs, pondre leurs œufs dans des nids faits dans les arbres. Donc les arbres, image du placenta. Quand l'œuf dans le ventre de la femme, par exemple, ou d'autres animaux, quand il est fécondé, après, pendant un petit moment, je crois que c'est 3 jours d'ailleurs, intéressant, il faudrait creuser, il va donc vadrouiller, et puis il va réussir à se fixer donc sur ce qui sera d'une manière ou d'une autre plus tard le placenta. Il va donc de la même façon que l'oiseau se fixer. Finalement, il y a l'idée que l'oiseau fixe l'œuf, comme il le fait lui-même, dans le placenta, dans l'arbre. Il y a cette symbolique-là. C'est pourquoi on a aujourd'hui le symbole, on dit que c'est un symbole récent, mais en fait je ne pense pas du tout, des cigognes qui apportent les enfants, donc l'oiseau qui apporte l'enfant, qui apporte l'embryon et qui le fixe dans l'arbre. On a aussi également, il y a énormément d'images, mais on a l'image d'Horus. Je prends l'Égypte exprès parce que c'est une civilisation dont on connaît beaucoup de choses finalement et qui est très ancienne. C'est pour ça. C'est assez intéressant d'aller regarder. On a donc l'image d'Horus, donc l'oiseau, le fils d'Osiris, qui va aller chercher son père, donc découpé en 14 morceaux. C'est 14. Et on va voir que Horus c'est Osiris, c'est le même. On le voit clairement dans le livre des morts de l'Égypte antique, comme je l'ai expliqué, comme on l'a montré dans Forbars, dans le film. Mais Horus va aller chercher donc son père sous forme d'oiseau. C'est aussi pour ça que dans Forbars, l'enfant qui entre dans la grotte a un masque en forme d'oiseau. Voilà, on a évidemment l'image de l'ange aussi, donc avec les ailes. L'enfant est donc le charognard qui va chercher l'ancêtre, qui va ouvrir la tombe et qui va le faire revivre, donc le déposer dans l'arbre, le déposer dans le placenta. Il va l'amener dans le nid. Très intéressante par rapport à ça, et ce que je disais tout à l'heure sur l'énergie, les batteries et tout, on a l'image du phébus. Donc le phébus, c'est un oiseau qui revit sans arrêt et qui est généralement entouré de feu ou fait lui-même de feu. Donc c'est cette image du soleil qui finalement... le soleil renaît, mais pas dans le sens où il disparaît et puis il revient, mais dans le sens, comme on croit souvent d'ailleurs, mais dans le sens où il se pose sous forme de batterie. Sous forme de batterie, il donne la vie, et puis cette vie est prise, mais il renaît sous une autre forme, etc. etc. Donc l'idée de l'énergie, l'énergie vitale, qui est en fait uniquement de la lumière, de l'énergie venant du soleil, du feu. Voilà, on a parlé aussi du fait que l'enfant était donc soit cet oiseau, pendant cette période,
j'entends bien, il s'agit de stade en fait. Hein. Soit cet oiseau, soit l'abeille. Donc l'abeille, c'est l'enfant de 0 à 7 ans maintenant dont je parle. Hein, et puis l'enfant qui va nourrir, l'enfant qui se retrouve dans le ventre, etc. L'abeille, c'est celle qui nourrit, qui fabrique, et d'une certaine manière, en tout cas ici avec l'enfant, qui amène le miel à l'ours. Donc il nourrit l'ours pour qu'elle puisse redonner la vie. C'est pour cette raison qu'on va mettre des fleurs sur les tombes, pour attirer symboliquement les abeilles, les petits-enfants, qui vont donc faire revivre cet ancêtre. Ils vont choisir cet ancêtre, c'est ce dont on parlait dans la cristallisation. C'est donc l'idée dans le fait qu'on pose des fleurs sur les tombes. Très important parce qu'on le fait encore aujourd'hui, et on le fait aujourd'hui sans savoir vraiment pourquoi, autre que les fleurs c'est joli, donc pourquoi pas après tout. Hein. On sait aussi, ou on pense, que Néandertal déjà déposait des fleurs, en tout cas à certains endroits, il y a plusieurs évidences qui le montrent, des fleurs sur les tombes. Donc on a retrouvé des pollens de fleurs. Donc cette image de l'abeille est très très importante parce que l'abeille dans la nature, encore une fois nos ancêtres avaient bien compris, dans la nature l'abeille est est un insecte pollinisateur, donc celle qui va transmettre les gamètes de fleur en fleur. Donc qui va finalement rendre possible le fait que ces fleurs se reproduisent. Et donc elle va aussi être celle qui va rendre possible le fait que l'ancêtre revive, que la vie soit transmise finalement. C'est très très important. Elles sont comme des messagères. Et c'est l'image aussi qu'on connaît des elfes ou des fées. Les elfes, les fées sont en fait des abeilles. Et c'est pour ça aussi que en fait, si on prend l'idée la plus ancienne, ce ne sont que des filles, hein, comme les abeilles. Les abeilles, il n'y a quasiment que des filles. Il y a très très peu. Enfin, le mâle arrive une fois de temps en temps pour se reproduire. Hein, c'est ça. Sinon, il n'y a que des femelles. Donc, les elfes, bon, maintenant on a l'image d'elfes masculins, mais qui généralement sont très très efféminés, en fait ce ne sont que des filles. Les elfes donc ont des ailes, et généralement sont petits, parce que les elfes et les fées sont la même chose, donc généralement sont très petits, comme les abeilles, et puis sont très doués pour tirer à l'arc. En fait ce sont les dards des abeilles. Ce sont donc des elfes ou des fées bienfaisantes, puisqu'elles nourrissent. Le miel nourrit énormément de choses. Le miel est un médicament. Hein. Elles nourrissent et guérissent. Oui, voilà. Elles guérissent, donc elles donnent des sorts positifs. C'est les petites fées qu'on voit dans les contes, hein, donc qui amènent des choses positives à l'enfant qui est né. Mais elles peuvent aussi être des fées un peu... comment dire malfaisante, je pense que le mot est un peu dur, hein, mais quand même, on a cette idée-là. Donc c'est aussi l'idée chez les elfes, des elfes blancs et des elfes noirs, en fait. Alors sur les abeilles, il y a aussi le fait que donc ce sont que des femelles, et puis l'enfant de 0 à 7 ans est vu un peu comme un être finalement asexué, hein, puisque les caractéristiques, même si les enfants sont très différents, filles et garçons déjà à cet âge-là, mais quand même ils n'ont pas de caractéristiques physiques directement visibles. Les abeilles transmettent les gamètes et détiennent la magie, cette magie de la transmission. Les fées, les elfes sont des êtres magiques.
c'est elle qui transporte ce pollen d'une fleur à l'autre. Aussi un autre élément avec les abeilles, c'est que la plupart des abeilles hivernent, donc elles suppriment leur activité pendant l'hiver et revivent au printemps. Et on a les abeilles domestiques, donc qui peut-être étaient une race d'abeilles à l'époque, on ne sait pas. En tout cas, les abeilles domestiques, elles n'hivernent pas vraiment, elles font descendre leur activité au minimum et se nourrissent du miel qu'elles produisent. On a donc cette idée que les elfes et les fées sont très doués pour tirer à l'arc et qu'il s'agit du dard en fait de l'abeille. Mais j'ai envie de dire que tout de suite qu'il y a beaucoup plus à dire sur les baguettes magiques et je réserve ça pour une vidéo plus tard ou alors pour le livre donc, que je suis en train d'écrire. En tout cas je le mettrai dedans, c'est sûr. Très très important, il y a énormément de choses à dire, c'est très très intéressant. En tout cas, on a aussi l'idée que l'elfe ou la fée vit dans les fleurs, hein. Donc évidemment l'image est claire. Et puis aussi également la danse des elfes, hein, qui est finalement le mode de communication de l'abeille aussi, puisque l'abeille communique avec l'odorat comme la plupart des insectes, mais aussi a une danse, certaines danses, différentes danses caractéristiques pour communiquer avec ses compagnes, pour leur dire par exemple ici il y a une fleur à butiner ou des fleurs à butiner, etc. Donc la danse des abeilles est quand même clairement la danse des elfes, j'ai envie de dire, le symbole est évident en fait, hein. Voilà, donc c'est aussi pour ça que les fées, on retrouve les fées toujours dans les contes, hein. Mais on a aussi l'idée chez Pharaon, donc dans l'Égypte antique, on voit la coiffe de Pharaon finalement est une coiffe rayée, jaune et bleu ou jaune et noir, comme les abeilles. Voilà, donc on a vu que l'enfant à ce stade-là était soit un oiseau, soit une abeille dans la symbolique, hein. En tout cas il y a ces deux symboles. Donc pour les oiseaux, on a parlé du fait que Néandertal utilisait des plumes de rapaces ou de corbeaux. En tout cas de ce qu'on sait, après il y a peut-être autre chose, hein, qu'on ne sait pas. On a aussi donc dans les grottes ornées, on va retrouver ce symbole de l'oiseau. Je mettrai des images, on le retrouve évidemment à Lascaux, donc dans le puits, dans ce qu'on appelle le puits à Lascaux. Où la tête de l'homme mort allongée au sol est remplacée par une tête d'oiseau. Et également à côté, il a ce que je vais appeler directement un sceptre, un bâton, avec un oiseau dessus. Alors, plusieurs façons d'expliquer ça. Soit il s'agit de la baguette magique dont je parlerai plus tard,
qui est lié à l'oiseau, mais qui est lié à d'autres choses aussi. À mon avis, c'est le cas. Ça peut être aussi l'idée que bon, la sagaie, hein, qui a des plumes d'oiseau sur l'un de ses bouts, hein, donc ça peut être ça. Ça peut être les deux également. On a aussi donc par exemple Odin, donc qui a deux corbeaux. Ce sont donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les oiseaux qui lui apprennent, qui sont ses messagers, qui lui donnent les informations, qui lui apprennent les choses. On a Pharaon, on l'a vu avec la coiffe qui souvent est un oiseau. Je mettrai également des photos ou images. On a les Amérindiens qui sont connus pour avoir des plumes sur la tête. On a Horus et on a énormément d'autres choses. On a l'image du sceptre aussi, qui a souvent un oiseau. On voit Zeus donner le sceptre, ou transmettre le sceptre à je ne sais plus qui, avec un oiseau dessus. Voilà, on a aussi donc pour ce qui est de l'abeille, on a donc, j'ai fait la liste, les elfes, les fées, la coiffe de Pharaon également, peut-être est tirée des abeilles. Je parlerai aussi par rapport à la baguette magique. Je garde un peu le suspense là-dessus. On a l'idée aussi du fait, dont je parlais tout à l'heure, on a l'idée du fait que la fée est bénéfique. Elle donne elle donne des dons à l'enfant à naître, mais elle peut être aussi maléfique. On a l'idée des elfes de lumière et des elfes noirs. C'est l'idée aussi du fait que quelquefois l'abeille pique. Hein. Et la symbolique du fait de piquer, c'est comme la lance, comme la flèche, qui peut vous tuer. On a donc cette idée où on se pique dans La Belle au bois dormant par exemple, hein, où elle saigne, en fait elle se pique, en fait elle meurt finalement. Donc c'est la fée qui lui a donné ce sort, qui lui a jeté ce sort, qui lui a dit qu'elle serait piquée à 16 ans. Hein, en fait elle meurt. Donc elle saigne, elle meurt, c'est exactement le même symbole dans la Kumari, l'enfant déesse du Népal, où en fait cet enfant, pour rester déesse vivante, ne doit pas saigner du tout. Donc ça veut dire évidemment qu'elle doit être, que ce soit une petite fille avant les menstruations, mais aussi elle ne doit pas saigner, en fait en théorie, parce qu'en pratique c'est un peu plus souple il paraît, mais en fait dans les textes c'est le cas, elle ne doit pas saigner, donc elle ne doit pas se blesser, elle ne doit pas se piquer. On a exactement la même thématique que dans La Belle au bois dormant, où en fait elle se pique, en fait elle meurt. Voilà, symboliquement en tout cas. Mais c'est très révélateur le fait de se piquer, parce que finalement pour nos ancêtres probablement la mort était presque si peu. Voilà, c'est-à-dire que c'était juste un passage, on se piquait, on saignait, bon, et puis on revenait et tout allait bien. Voilà. C'est tout pour ça. Voilà, donc on va revenir aussi sur le fait que l'enfant va symboliquement chercher le mort et le place sur l'arbre. On a l'image d'Odin évidemment qui se pend à l'arbre. Hein. J'en ai déjà parlé. On a donc il se pend avec le cordon ombilical, et ce cordon ombilical va nous servir de transition pour parler du serpent. Donc le cordon ombilical, son image dans les contes, dans les mythes, c'est souvent le serpent ou le dragon, on en parlera tout à l'heure. Le serpent, on le retrouve dans le paradis, on le retrouve chez Pharaon, on le retrouve chez la Kumari du Népal. Elle a un de ses attributs majeurs, hein, celui qui lui donne son pouvoir, ou qui fait qu'elle incarne la déesse, c'est finalement le serpent, je ne sais plus le nom, mais c'est le serpent autour du cou. On a, oui, le dragon, on en parlera tout à l'heure. On a donc cette image du troisième œil aussi, qui se retrouve chez les hindous, mais aussi dans nos traditions plus anciennes, hein, le troisième œil donc sur le front, qui est en fait l'image symbolique du nombril de la grossesse symbolique, j'ai envie de dire. C'est la marque des dents du serpent.
Je vais m'expliquer. C'est une sorte de cicatrice de renaissance. C'est les marques, on va dire de la morsure ou de la brûlure. C'est pour ça qu'on va parler de dragon plus tard. Donc, je vais m'expliquer plus tard. Un des éléments importants pour comprendre cette image de serpent, c'est le mythe de Méduse, donc, qui, d'ailleurs, on l'explique dans le mythe, avait, avant d'être laide comme elle l'est aujourd'hui, en tout cas à l'époque du mythe, avait des cheveux magnifiques. Donc comme Réponse, hein, finalement, comme le cordon ombilical chez Réponse, qui sont les cheveux magiques. Elle avait des cheveux magnifiques et puis on l'a transformée, on lui a mis des serpents à la place des cheveux. Donc ce cordon devient finalement un peu l'ennemi qu'il faut combattre, qu'il faut couper pour sortir. Les deux symboles sont très importants. C'est à la fois celui qui nourrit et celui qu'il faut combattre pour sortir, pour naître. Donc il faut aussi, une fois encore, comprendre la biologie avant de pouvoir comprendre les symboles que nos ancêtres utilisaient. Si un enfant, si un bébé reste trop longtemps dans le ventre, dans l'utérus, ça arrive, hein, il va mourir. Pourquoi? Parce que le placenta va se calcifier. On le dit encore aujourd'hui, c'est pour ça que les enfants qui naissent après terme, on les surveille beaucoup, hein, si on ne déclenche pas l'accouchement, parce qu'en fait, il y a un vrai risque de calcification du placenta brutal. Calcification, c'est très intéressant, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il devient comme une pierre, il se durcit. Et donc évidemment, il ne remplit plus son rôle, il ne nourrit plus, et en plus, il se durcit. Et donc il y a cette idée dans Méduse, évidemment, si on regarde Méduse trop longtemps, elle va vous changer en pierre. Il y a cette image aussi de l'ancêtre fossilisé. Hein. Quand vous restez dans la terre, quand vos os restent dans la terre trop longtemps, ou très longtemps, ils peuvent se fossiliser, devenir des pierres. C'est la même image et très important de la comprendre parce qu'en fait, le placenta qui avant vous nourrissait, qui avant était votre allié, le cordon qui était votre allié et vous nourrissez, devient un ennemi. Il faut vraiment s'en défaire, l'enfant doit s'en défaire pour sortir et finalement se libérer. Hein. Alors qu'avant, donc les cheveux de Méduse étaient beaux. Beau, ça veut pas dire beau en soi comme on l'entend aujourd'hui, mais ça veut dire plein de vie. Hein. C'est très important de comprendre ça aussi. Alors qu'ils deviennent des serpents, finalement des serpents maléfiques. On a donc l'image du dragon. Alors le dragon, donc c'est la même chose que le serpent. Le serpent, lui, il crache du venin, hein, donc du sang. J'ai dit tout à l'heure que le poison, c'est aussi un avatar du sang. Et il y a cette idée du dragon qui crache, donc il y a un reptile aussi, qui crache du feu. C'est la même chose, c'est une autre image du serpent. Je suis désolée d'en décevoir certains, mais sans doute c'est ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà, le serpent et le dragon, c'est à la fois également dans les mythes et dans les contes celui qui protège, celui qui garde le trésor de l'ancêtre, et aussi celui qu'il faut combattre.
Donc si on reprend tout ce dont on a parlé, on peut comprendre aussi le fait que l'image de la Vierge, ça n'est pas l'image de l'Aphrodite telle qu'on la décrit, telle qu'on la dessine aujourd'hui. C'est pas une femme pubère, jolie, fertile et tout ça, non, c'est une petite fille. Et en fait, et même un embryon, un fœtus, c'est l'image de la vie. Quand on dit qu'Aphrodite ou Freya ou je ne sais quoi était belle, c'est en fait qu'elle était jeune, qu'elle portait en elle le pouvoir de faire revivre. Hein. Et ce n'était pas d'ailleurs seulement une fille à l'époque, mais ça concerne les enfants en général, donc les petits-enfants. Donc la Vierge, c'est celle qui n'a pas saigné, donc qui évidemment n'a pas eu ses menstruations, donc ça peut certainement pas être une femme pubère, mais aussi, donc comme dans la Kumari hein, d'ailleurs, mais aussi qui n'est pas abîmée en fait, hein, qui ne s'est pas blessée, qui détient la vie en elle et qui n'a rien perdu, c'est-à-dire elle n'a perdu aucune goutte de sang finalement. Donc comme le fœtus, qui finalement ne peut pas perdre de sang puisqu'il n'est même pas à l'extérieur. C'est pour cette raison, donc, on l'a vu que la Vierge ou le chaperon rouge ou la Kumari ou les nains ont un chapeau rouge puisqu'en fait ils ne sont pas encore nés. C'est la coiffe, la poche des os. On dit d'ailleurs de quelqu'un qui naît avec la poche des os sur la tête qu'il est né coiffé. C'était d'ailleurs une manière de reconnaître les magiciens, on en parlera plus tard, avant. Donc, alors que si on a l'image du sang, si le fœtus saigne finalement c'est une fausse couche, donc c'est mauvais signe et l'enfant ne naîtra pas. Et on a aussi l'idée que cette Vierge, c'est le cas dans la Kumari du Népal, qui est très révélateur, mais c'est le cas aussi, c'était le cas chez les sorciers avant, chez les chefs avant, cet enfant ne doit pas toucher le sol. Pourquoi il ne doit pas toucher le sol? Parce qu'il ne doit pas naître. Voilà. Donc c'était le cas, comme je l'ai dit, chez les sorciers et chez les chefs à l'Antiquité. Voilà. Donc la définition moderne de la Vierge est totalement biaisée, hein, totalement fausse. On a l'image des sorciers aussi, donc je le disais, qui, avant pour reconnaître un sorcier, quelqu'un qui allait devenir sorcier, on prenait quelqu'un qui naissait coiffé, notamment. Hein. Et en fait, on a cette idée donc, du chapeau sur la tête aussi là. C'est finalement quelqu'un qui arrivait dans le monde des vivants avec le signe du monde des morts sur lui. Voilà, il était encore mort dans le monde des vivants. Les sorciers, si on les voit dans les mythes, ils sont toujours vieux. Pourquoi ils sont toujours vieux? Parce qu'ils détiennent le savoir. Ils détiennent la tête de l'ancêtre, comme les nains qui sont aussi toujours vieux. Voilà. Donc ils ont des pouvoirs magiques, entre guillemets. Encore une fois, on y reviendra avec la baguette magique. Il faut voir aussi le mythe de Mitra. Par rapport à ça, je vous mettrai quelques citations. J'en ai parlé dans le mythe d'Atlantis, puisque c'est lié. Voilà. On peut dire aussi par rapport au dragon, donc il faut combattre le dragon pour sortir. La force du dragon, généralement, on dit qu'elle est placée autre part que dans lui-même. En fait, elle est placée dans le placenta, puisque le dragon est le cordon, ou même dans la mer, hein, finalement. Hein. Donc il faut tuer la mer, j'ai envie de dire, parce qu'il faut tuer le placenta. En tout cas, c'est la mer qui peut finalement expulser l'enfant. Et ensuite, quand on a tué ce dragon, on peut récupérer le trésor de l'ancêtre. Son propre trésor, hein, finalement. On ne lui vole rien.
a, là on est dans la période de Noël, dans mon explication. Et on a donc à Noël la symbolique de l'enfant qui naît, qui n'est pas chrétienne du tout. Et on a aussi donc effectivement la symbolique de l'arbre de Noël que l'on décore avec des boules rouges, évidemment du sang, hein, et puis aussi des lumières. Donc aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sang, le feu, c'est la même chose. Donc on fait vivre cet arbre. On lui donne la possibilité de transmettre la vie finalement. Hein. On a aussi, donc encore une fois, ce ne sont pas des traditions nouvelles du tout, contrairement à ce qu'on peut lire à quelques endroits. Hein. C'est vraiment des traditions très très anciennes. C'est aussi pour ça qu'elles sont aussi importantes. On a donc les lumières de Noël. On a les cadeaux. Donc les cadeaux, ce sont les trésors de l'ancêtre, évidemment. On a aussi la symbolique de celui qui n'aura rien, qui aura juste des cendres. C'est sans doute lié au fait que c'est celui qui ne réussit pas le rituel, ou celui qui ouvre en fait, la tombe d'un ancêtre où qui ne sera pas très important en fait, hein. Donc quelqu'un revit, soit il ne revit pas du tout, soit il fait revivre quelqu'un qui finalement n'était pas très glorieux. Je ne sais pas. On a aussi donc plus tard, donc sur Noël, il y a énormément de choses à dire. Hein. On a aussi Cendrillon donc, qui remet sa chaussure. Ah, bah, c'est sa chaussure à elle, c'est la bonne, puisque c'est elle-même en fait. Donc c'est la chaussure de l'ancêtre qu'elle déterre par exemple, et puis que, voilà, ça lui convient puisque c'est bien elle. On a bon, la Belle au bois dormant, on a la couleur rouge à Noël avec le Père Noël avec son bonnet. Fait, bon, tous les symboles sont là et Noël est très très important. Et je vous invite d'ailleurs à vraiment maintenir ces traditions et y mettre du vôtre quelque part pour les maintenir, parce que c'est grâce à ces traditions que ce savoir est arrivé jusqu'à nous finalement. Il y a énormément de choses à dire sur Noël, hein. On pourrait faire une vidéo juste là-dessus. Je fais exprès de ne pas m'attarder parce que sinon je vais y passer trop de temps. On a donc aussi à dire par rapport au placenta, et je vais essayer de finir après. On a une tradition qui est fêtée en tout cas dans certains pays d'Europe. En France ici on le fête. Bon, ça a été repris par les chrétiens dans l'épiphanie, hein, qui finalement, l'insecte qui vient juste devant la caméra. Finalement, donc dans cette tradition, on mange un gâteau, une galette, dans laquelle est placée une fève. Celui qui a la fève, donc on coupe ce gâteau, et celui qui a la fève va avoir une couronne, hein, il va être le roi de la journée en gros. Si on y réfléchit bien, on va comprendre, je vais vous l'expliquer là, que celui qui mange, en fait là il n'y a pas de fève dans le gâteau, hein, c'est juste l'enfant qui perd sa dent. Parce que c'est pour ça que l'âge de raison est très important. À l'âge de raison, vous allez, vers 7 ans, vous allez perdre vos dents et en avoir de nouvelles. Vous allez perdre les dents de lait, les dents d'enfant, les dents qui vous servaient à boire du lait, puisque en fait traditionnellement on pense que, biologiquement on pense que l'enfant peut boire du lait jusqu'à 7 ans, hein, finalement chez l'être humain. C'est pas le cas aujourd'hui, mais bon, ça peut être le cas en tout cas. Donc ces dents de lait ne vous servent plus.
puisque vous êtes sevré, vous allez perdre cette dent. Donc quand vous mangez quelque chose, hop, la dent va tomber parce qu'elle bougeait avant, hop, elle tombe dans le gâteau. Et là, qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez avoir de nouvelles dents. Et ces nouvelles dents, elles sont vues comme les dents de l'ancêtre, justement. C'est l'ancêtre qui est en vous qui vous donne ces dents. Donc c'est la tête de l'ancêtre qui commence à apparaître à travers vous. Et donc vous allez être le prochain sur la liste. Pour le Noël suivant, ça va être vous qui allez faire partie de ce rituel. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge précis. Mais c'est à partir du moment où l'enfant perd ses dents et surtout on reçoit de nouvelles où il va devoir donc aller chercher l'ancêtre qu'il a choisi. C'est très important, je fais exprès de terminer là-dessus parce que donc, cette tradition-là où on mange dans le gâteau, c'est pas quelqu'un celui qui a été chanceux qui a la fève, c'est celui qui perd sa dent, hein, va être donc le roi. Donc je pense que c'est lié aux traditions de ce qu'on appelle Mai Kong et Mai Droning. Donc Varg vous en parlera mieux que moi, mais en fait il a la couronne, donc il va avoir les cornes, ce dont je vous parlais dans la vidéo précédente ou dans la vidéo d'avant. Il va avoir les cornes pour pouvoir combattre et sortir, donc la pelle, hein, pour sortir l'ancêtre. Donc l'année suivante, non, dans cette année-là en fait,